Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Marie. Bonjour Charlène. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode qu'on a mis une paire de temps aussi à enregistrer, mais comme quoi, il faut être patiente et tout arrive à point nommé. Cet épisode, il sort aussi à l'occasion de la fête de la musique, donc je pense que ça va déjà nous dire un petit peu le sujet de quoi on va parler. Avant toute chose, je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Qui es-tu, Marie tout court ? Alors, qui je suis écoute, je suis chanteuse depuis une vingtaine d'années. J'écris des chansons. C'est mon moyen de communication, c'est mon moyen d'expression préféré. Et j'écris des chansons maintenant avec d'autres gens, pour d'autres gens. Et voilà, en gros. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Est-ce que ce nom, il a une symbolique particulière pour toi ? Oui, alors c'est rigolo parce que j'y réfléchissais encore tout à l'heure. Souvent, on me demande pourquoi je m'appelle Marie tout court. La première réponse, c'est qu'en fait, quand j'étais petite, on me demandait toujours tu t'appelles Marie comment, et je répondais toujours Marie tout court. Je m'appelais pas ni Marie-Jeanne, ni Marie-Françoise, ni Marie-Paul, mais Marie tout court. Et voilà, et c'est resté. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai chanté dans une formation. On était un groupe. Et quand je suis devenue chanteuse euh, toute seule, je me suis dit, ben voilà, je vais m'appeler Marie tout court. Mais je crois qu'il y a aussi cette envie d'avoir un nom simple et accessible aux gens, et que j'avais pas envie de prendre mon nom de famille. Je m'appelle Marie Renaud. Je trouvais que c'était pas très rigolo. Je trouvais que c'était pas très, je trouvais que c'était un peu trop sérieux. Et puis, je pense l'idée de porter mon nom de famille, je sais pas, je trouvais que c'était, j'assumais pas en fait d'avoir l'impression que je pouvais être quelqu'un avec mon nom de famille et mon nom en entier. Et voilà, j'aimais bien quand même. Je crois que j'aime bien le côté, le côté très facile de Marie tout court. Je trouve que je trouvais que c'était simple. J'aime bien la simplicité en fait. En tout cas, moi, quand je parle de toi aux gens, ça fait très souvent sourire. Donc, tu vois, tu disais rigolo, bah, ça fait très souvent sourire en disant, mais Marie tout court, c'est son nom ou c'est Marie, justement, juste Marie, quoi. C'est ça. Et du coup, ça permet d'avoir un truc enfin, je crois, en tout cas, moi, qui casse les barrières et voilà, qui met, pour t'avoir en plus de ça rencontré, je trouve que ce nom est vraiment à ton image de, bah voilà, pas prise de tête, en fait. J'avais une envie de personnage aussi, je pense, de petits personnages, sans que ce soit forcément extrêmement rigolo. Mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le travail que je fais, qui n'est pas très rigolo, c'est chouette d'avoir un nom justement qui est pas trop académique, quoi. Mmh. Et bah, du coup, tu dis, justement, c'est un travail qui est pas très rigolo, on va dire, dans le domaine dans lequel tu es, même si pour moi tu amènes, alors peut-être pas de l'humour, le mot serait peut-être pas idéal, mais de la douceur. En tout cas, je pense que c'est un terme qui peut bien t'aller. Tu es porteuse du projet, Je me fais la belle. Qu'est-ce que c'est un petit peu, ce projet? Alors, Je me fais la belle, c'est un projet que j'ai inventé en 2019. Ça faisait très longtemps. En fait, moi, je suis chanteuse, mais je chante depuis, on va dire, une quinzaine d'années dans différentes structures hospitalières. J'ai fait beaucoup de concerts dans les hôpitaux, beaucoup de concerts au chevet, beaucoup de cycles d'ateliers d'écriture en psychiatrie, en prison, avec des personnes à la rue. J'ai toujours beaucoup aimé travailler avec les gens qui sont un petit peu sur le fil, qui sont un petit peu borderline. Et parce que je pense que c'est la vie, en fait. Enfin, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, c'est ce qui ressemble le plus à la vraie vie. Et,
Et ça faisait longtemps que j'avais dans la tête l'envie d'écrire des chansons avec des personnes qui étaient sur la fin de leur vie. Moi, j'ai un petit souci avec la mort hein, depuis que je suis petite. Hein. J'ai toujours eu très peur de mourir, j'ai toujours eu très peur de vieillir, j'ai toujours eu très peur des anniversaires, très peur de perdre les gens que j'aime, très peur des maladies, mais pas peur d'en parler. Et très tôt, dès toute petite, j'écrivais un journal intime pour être sûre d'avoir une trace du jour passé. J'avais vraiment un gros souci avec les jours qui avançaient et l'idée que voilà que le passé était passé et que tout ça était derrière moi. J'avais du mal à être dans le présent. J'étais soit dans le passé, soit dans le futur, mais ben voilà, j'avais un peu du mal avec tout ça et forcément hein, la mort était très très présente dans mes questions de petite fille. Et j'ai perdu beaucoup de gens, en fait, dans mon entourage, des amis, un amoureux, voilà, des gens trop jeunes, en tout cas, pour mourir dans des accidents de voiture, maladies, et cetera. Et mon moyen à moi de pouvoir sortir tout ce que j'avais comme tristesse et comme difficulté à vivre ces moments-là, c'était d'écrire. C'était d'écrire dans ce journal, c'était d'écrire petit à petit des chansons. Sauf que je suis pas arrivée tout de suite à la chanson, parce que moi, en fait, je suis née dans une famille d'enseignants, donc mes parents étaient tous les deux. Et à côté de ça, ils avaient un deuxième métier. Ils s'occupaient d'une salle de spectacle dont ils s'occupent toujours aujourd'hui. C'est une salle qui est même plus vieille que moi. Et donc, c'était des passionnés de chansons françaises et de musique du monde. Et avec une bande de copains, ils ont créé cette salle de spectacle. Et donc, moi, j'ai toujours été élevée avec des chanteurs qui passaient à la maison. C'était l'époque où les chanteurs allaient pas à l'hôtel, mais dormaient sur le canapé, où des fois je prêtais ma chambre. Et donc, il y avait toujours beaucoup de musique chez moi. Mon père est quelqu'un, par exemple, qui communique très peu par la parole, mais beaucoup par ce qu'il écoute. C'est-à-dire que s'il met tel ou tel disque, enfin, quand j'étais petite, je savais en gros dans quelle émotion il était et ce qu'il était en train de traverser. Et c'était vraiment son moyen de communication. Donc moi, j'ai toujours entendu beaucoup de musique, soit par des disques qui passaient, soit par des chanteurs qui jouaient sur scène ou qui étaient chez moi. Et voilà. Et donc, j'étais passionnée par ces gens. Mais c'était comme c'était des gens avec une écriture bah, génialissime. Enfin, moi, quand j'étais gamine, je me disais, mais jamais je pourrais être chanteuse, parce qu'en fait, pour être chanteur, il faut savoir écrire, il faut être poète, il faut avoir des messages hyper importants à faire passer, etc. Et donc, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Donc, je me disais, bah non, chanteuse, moi, j'adorerais, mais je suis pas assez forte en écriture. C'était indissociable, l'écriture et le chant. Ça l'est d'ailleurs toujours dans ma conception de la musique. Et bref, donc je suis plutôt partie vers le théâtre à ce moment-là, parce que la scène, c'était quelque chose dont j'avais besoin. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans la scène. Et donc, je suis plutôt au départ, je me suis dirigée vers le théâtre. J'ai adoré toutes ces périodes-là aussi. Hein. Je fais passer un bac théâtre. Bon, et puis par rapport à petit, à côté de tout ça, j'ai quand même commencé à écrire des chansons et assumer d'écrire des chansons. Et voilà. Et quand je suis après mon bac venue à Paris pour être en fac de théâtre au départ, j'ai bossé dans une salle de spectacle qui s'appelle le Sentier des Halles. Et Ok. qui était un peu la salle de concert où je venais avec mes parents quand j'étais gamine écouter tous les chanteurs que j'adorais. Et je me suis retrouvée à la caisse en fait de cette salle de concert, à l'entrée, à la billetterie, etc. Et puis j'avais laissé deux trois chansons à la programmatrice comme ça pour qu'elle écoute un jour. Et puis en fait il y a eu une espèce de j'ai vraiment eu une chance incroyable. Quand j'ai arrêté de travailler dans cette salle, 2-3 semaines après, elle m'a rappelé en me disant: «Marie, j'ai écouté tes chansons, j'ai envie de m'occuper de toi». Et en fait, je me suis retrouvée au bout d'un an intermittente du spectacle. J'ai arrêté Hmm. les études, donc voilà, j'ai eu un début de carrière assez magique. Et Merci pour ce beau partage. Vas-y, t'allais continuer. non, 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 coupe-moi parce que sinon je m'arrête pas, donc il faut que tu me coupes. Bah, dis-nous alors comment t'en es arrivée à Je me fais la belle, parce que c'était là où Oui, tu c'est voulais la aller. question initiale. Comment j'en suis arrivée à Je me fais la belle? Heu, je me suis réveillée un matin, donc je vais essayer de la faire rapide. Je me suis réveillée un matin en train d'allaiter mon 2e petit garçon, hem et j'ai vu passer un appel à projet de la Fondation de France
sur mon ordinateur en train d'allaiter sur mes mails, qui s'intitulait Vieillir, acteur et citoyen de sa vie jusqu'à la fin. Et là, je me suis dit, c'est maintenant, Marie, c'est maintenant. J'ai eu d'un seul coup le titre Je me fais la belle, qui a une phrase que j'ai écrite dans une chanson que j'avais écrite il y a une dizaine d'années à la mort de mon grand-père. Et je me suis dit, c'est maintenant, il faut que tu montes ce projet. Je savais pas hein, exactement ce qu'il allait se passer, mais je savais que c'était en train d'arriver. Je le sentais sortir de moi. Et 2 jours après, je suis allée voir les médecins d'un pôle de santé de mon quartier. Les médecins que je trouvais, enfin que je connaissais un petit peu, que je trouvais super. Je savais que dans leur patientèle, il y avait un petit peu de enfin plein de gens différents, autant des familles du quartier que des personnes de la rue, que des gens en difficulté. Enfin voilà, on voyait dans la patientèle que c'était des médecins très ouverts, parce que je trouve qu'en général la patientèle ressemble quand même aux médecins qui les soignent. Et donc je suis allée voir un des médecins généralistes qui s'appelle François Miara, et je lui ai dit: «François, j'aimerais vous poser une question, est-ce que vous arrivez facilement à parler de la mort avec vos patients?» Et on a à peu près le même âge avec François. Et il a été super honnête, il m'a dit: «Ben, pas du tout. Moi, je on est très, très peu, formés, à tout ça en tant que médecin pendant nos études de médecine. On a vraiment très, très peu de cours sur le sujet, sur la fin de vie, sauf si on se, spécialise en fin de vie, mais sinon, très peu. Et moi, en fait, je sais pas du tout, comment faire avec mes patients. J'aborde trop souvent, beaucoup trop tard les directives anticipées. Je je me retrouve, voilà, souvent, très mal à l'aise par rapport à la question de la fin de vie et de la mort des patients que j'accompagne. Donc voilà, non, je suis pas très forte pour ça, quoi. Et donc ben, moi, je dis: «Ben, merci d'avoir été aussi honnête avec moi», et je dis: «Ben, moi, je sais pas si je vais pouvoir, vraiment vous aider, mais en fait, ce que j'aimerais vous proposer», parce que moi, j'ai pas peur d'en parler, en fait, et j'écris des chansons. Et j'ai dans la tête l'impression que écrire des chansons avec ces personnes qui sont dans cette dernière étape de leur vie, ça pourrait peut-être ouvrir le dialogue, ça pourrait peut-être, bien entendu, faire du bien à ces gens, mais aussi à vous en tant que médecin, et puis peut-être à l'inconscient collectif, parce que ces chansons, en fait, j'aimerais pouvoir les offrir après à tout le monde. Et donc moi, c'était dans ma tête, hein, c'était pas du tout, rien n'était établi. J'étais en train de, en même temps que je lui parlais, j'étais en train d'inventer, de continuer à inventer le projet. Et il me regardait avec des grands yeux en me disant: «Ah ouais, c'est un peu dingue ton truc, mais en fait, ouais, ça peut être une super idée». Il me dit: «Par contre, moi, bon, faut que j'en parle aux autres médecins avec qui je travaille, et puis, ben, surtout, nous, là, ton appel à projet, il faut le remplir pour dans un mois, et ben, nous, on n'a pas du tout le temps». Et là, moi, cette époque-là, j'avais encore un peu de temps, j'étais encore en congé mat, donc je dis: «OK, ben, moi, je m'en occupe. Si c'est OK pour vous, j'attends votre feu vert, et je le remplis, moi, cet appel à projet». Et donc bah, il me rappelle quelques jours après, il me dit: «Bah, écoute, ça y est, j'en ai parlé, au reste des médecins. Tout le monde est assez, curieux, en fait, de savoir ce que ça pourrait être, et puis, voilà, nous, on est assez ouverts à cette proposition, donc OK, banco, quoi». Donc en fait, j'ai rempli l'appel à projet, et j'en ai parlé à une amie photographe, parce que je me disais c'était important qu'il y ait aussi du visuel dans ce projet. Elle m'a dit: «OK», donc on a rempli cet appel à projet ensemble, et voilà, et contre toute attente, puisque tout le monde nous avait dit: «Bon, bah, la Fondation de France, en général, ils vont plutôt financer des projets qui ont une bonne structure derrière eux, qui sont, et vous, voilà, c'est quand même, enfin, il y a peu de chances que ça marche, quoi». Et en fait, contre toute attente, on est passé au premier tour de cet appel à projet, et on a été instruit par un avocat spécialisé heu, dans les personnes âgées, qui a été génial, qui nous a rencontrés pendant 3 heures dans son bureau, et qui nous a demandé ce qu'on avait dans le ventre par rapport à ce projet, quoi. On était encore en train d'inventer, et ça a été un moment hyper, hyper fort, parce que à partir du moment où il nous a posé toutes ces questions, où moi je me suis rendu compte que ce projet, je l'avais dans le ventre, et qu'il fallait qu'il sorte, qu'il était
Il était Il était nécessaire. prêt. Bah, ouais, et j'avais vraiment conscience que j'avais entre les mains quelque chose qui devait exister. C'était quelque chose de complètement, je savais pas comment l'expliquer, mais je savais que ce projet était nécessaire. Non Et il seulement l'est. pour moi, mais aussi pour, je sais pas, je sentais qu'il fallait que ça existe. Mmh. C'est hyper beau, tu dis, tu vois, je sentais qu'il était, nécessaire. Mais justement, c'est quoi un petit peu les j'aime pas ce terme, mais peut-être les objectifs, ce que tu visais ou ce que tu vois même ou peut-être ce que tu avais pas imaginé et ce qui a lieu, il était nécessaire pour qui? Pourquoi? Tu l'as dit un petit peu, hein, pour l'inconscient collectif, mais voilà, le fait de parler de la mort, d'exprimer aussi ses émotions, pour toi, ça permet quoi? En fait, je me rends compte aujourd'hui, 6 ans après, des effets, parce que sur le moment, c'est comme, tu sais, c'est comme quand tu écris une chanson et que tu comprends les paroles, 10 ans plus tard, et que tu dis: «Ah mais c'est ça que j'ai voulu dire». Ça m'est déjà arrivé plein de fois, et ben là, c'était ça aussi, c'était, ce qui était nécessaire, en tout cas ce dont je me rendais compte, c'est, je voyais autour de moi, et j'ai toujours vu autour de moi tellement de gens, heu rempli de tabous, et rempli de silence, et rempli de peur de dire les choses qu'on ressent. Et moi, je suis remplie de peur, hein, depuis toujours, mais j'ai jamais eu peur de parler. J'ai toujours été attirée par les interdits, par les choses qu'on n'avait pas le droit de dire, par le monde des adultes qui parlaient en cachette, et cetera. Je déteste les secrets, en fait. J'ai et ça, je sentais que ce qui était nécessaire, c'était de parler et de sortir les choses. Et puis comme, moi, mon moyen de sortir les choses, c'était la musique, et surtout la chanson et l'écriture, c'était le seul moyen que j'avais pour aider les autres à sortir, aussi ce qu'ils avaient à dire, quoi. Et C'est ça, je beau. et ça, je voyais, je le vois encore tous les jours. Il y a des choses qui, moi, me paraissent, hyper, normales, de pouvoir aborder tel ou tel sujet, avec les enfants, par exemple, la mort avec les enfants, c'est tellement compliqué, que ce soit la mort ou d'autres, sujets, sensibles, l'inceste, l'amour, enfin tout, en fait, des sujets, qu'on réserve aux grands. Alors qu'en fait, tout petit, on est déjà hyper concerné par tout ça. Moi, quand j'étais petite, j'ai l'impression que de pas avoir tellement changé par rapport aux questions que je me posais. J'ai encore accès enfin, je me rappelle beaucoup, beaucoup de mon enfance, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de moi petite, et j'ai pas l'impression d'avoir, beaucoup changé. Mmh. C'est plus le corps souvent qui change. Forcément, il y a des choses qui changent, enfin, il y a évoluer et changer. Parfois dans le côté, changer, il y a un truc du tout au tout et dans l'évolution, il y a quelque chose qui est plutôt, parfois graduel, enfin linéaire, voilà, avec des hauts, des bas, mais il y a une évolution et en tout cas, moi, ce que je trouve beau, c'est que tu remets de la vie aussi dans cette fin de vie, finalement dans le deuil aussi d'une certaine manière pour ces personnes qui sont en fin de vie. Tu le disais tout à l'heure. Je trouve que ça lutte aussi contre la solitude, ça permet d'exprimer ses émotions. Tu l'as dit, tu disais: «J'ai ce truc où j'aime pas les secrets et où c'est interdit, j'y vais». C'est quelque chose que je dis très souvent, donc ça me fait sourire de savoir aussi qu'on a ce point commun de dire: «Mais en fait, si tu me dis qu'il faut pas aller là-bas, ben, c'est là où je vais vouloir aller, en fait». Enfin, vraiment, c'est, un peu cet esprit de contradiction, quoi. Voilà. Avec quand même, toujours, malgré tout, je parlais des peurs, parce que les peurs, je trouve que c'est quelque chose de très important quand même. Moi, je sais que j'ai toujours eu cet esprit, heu, comme tu dis, d'aller là où c'est interdit, et cetera, mais avec quand même toujours, des précautions. Malgré tout, en étant quand même prudente sur, casse-cou, mais prudente quand même. Ouais et du coup, tu disais tout à l'heure que tu avais peur de pas mal de choses. Tu l'as dit comme ça, il me semble et que tu avais peur notamment de la mort. Est-ce que tu as moins peur de la mort aujourd'hui après, 6 ans à travailler au contact de personnes qui sont en fin de vie, à parler de ces sujets-là dans tes chansons, aussi? Est-ce que c'est un sujet sur lequel, alors peut-être moins peur ou peut-être si je donne un autre terme, est-ce que tu as le sentiment d'avoir apprivoisé un petit peu cette peur-là? Oui, c'est une super question, parce que oui, je sais pas si j'ai moins peur,
Mais en tout cas, j'ai pris conscience que j'allais mourir parce que jusqu'à avant de monter, ce projet, moi, quand j'imaginais ma propre mort, je chassais l'idée de mon esprit. C'était impossible d'y penser. J'étais immortelle. Je pouvais pas, et puis pareil pour mes parents, pour ma sœur, voilà, ça me paraissait inconcevable. Là, j'ai accompagné tellement de gens, j'ai tellement vu des gens mourir et vu des gens la veille de leur mort et vivants et quelques heures après ou le lendemain morts, que du coup j'ai vu physiquement en fait que ça existait. J'ai j'ai été dans des services de soins palliatifs où j'étais en train d'écrire des chansons avec des gens qui 2 jours après n'étaient plus là. Donc j'ai visualisé en fait ce tout petit moment qui existe entre la vie et la mort en fait. Enfin, et du coup j'ai compris que c'était vrai, que c'est pas juste quelque chose qui arrivait dans les films et donc le fait de le voir m'a obligée à accepter. Donc j'ai toujours ce problème avec la mort, je suis toujours contre, hein, je suis toujours contre, mais Bon, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient pour en réalité, hein. je suis carrément contre la mort. Mais malheureusement, je ne peux rien faire contre ça, donc en fait, bah, je suis obligée d'être pour au final, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas le choix. J'adorerais avoir une baguette magique et encore, je sais même pas si je sais que c'est nécessaire. On vivrait tellement différemment si la mort n'existait pas, c'est quand même pour ça qu'on vit. Ouais, je suis assez convaincue de ça aussi. Je sais que c'est quelque chose qu'on partage et justement tu dis: «Bah, voilà, j'ai vu pas mal de personnes, un jour et le lendemain ne plus être là». Comment ça se passe un peu en termes de processus artistique avec les personnes? Est-ce que c'est toi qui écris les textes? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est une co-création et dans ce cas, comment elle se passe cette co-création? Je sais aussi que tu pas toute seule sur le projet, Je me fais la belle. Tu es aussi avec des musiciens. Il y a aussi cette idée d'équipe. Dis-nous un petit peu, un peu plus pratico-pratique, comment ça se passe? Fais-nous rentrer dans les coulisses. Alors, ça se passe, il y a plein de manières différentes, d'élaboration des chansons parce qu'en fait ça dépend. Des fois les médecins vont m'appeler en me disant Marie, on a un nouveau patient, cette personne elle a X temps devant elle. Donc en fait, soit des fois, ils vont m'appeler et ils me disent, ben voilà, là, on a quelqu'un qui veut pas. On est en échec thérapeutique avec cette personne. Elle veut pas de psy. Elle arrive pas à discuter avec nous. C'est compliqué. Elle arrive pas à discuter avec sa famille. Mais on lui a parlé de Je me fais la belle et ça, elle veut bien. Donc là, dans ces cas-là, c'est arrivé dernièrement où ils m'ont dit, ben voilà, c'est une personne de 45 ans qui a la maladie de Charcot et qui veut rien de tout ça, pas de psy, etc. Mais il veut bien te rencontrer. Donc, en fait, ben, il lui reste très peu de jours à vivre. Là, c'était vraiment une question de jours. Euh, il entre en USP, en service de soins palliatifs, dans 10 jours. Et puis voilà, et ça va être très très rapide. Donc là, dans ce cas-là, je mets tout le monde entre parenthèses, ma famille, les patients que je suis en train de suivre qui sont sur sur du plus long terme, et je vais pendant 6 jours à fond avec cette personne. Où là, la première fois que je suis arrivée chez lui, par exemple, je suis restée 8 heures sur place. Il m'a tout balancé et, euh, et m'a raconté toute sa vie. Donc là, j'arrive chez lui, hein, il habite chez lui. La plupart du temps, je vais chez les Mmh. gens. OK. C'est des gens qui sont suivis à domicile, donc j'arrive dans sa maison, dans son univers, avec sa femme, ses enfants qui rentrent de l'école, et puis cette maladie tellement lourde à porter pour tout le monde. Et là, il me raconte tout de A à Z, son enfance, c'est la rencontre avec sa femme, ses enfants, l'arrivée de la maladie il y a 1 an, comment ça a été, comment ça a fait exploser leur famille, et puis comment lui il tient le coup et comment il veut pas péter un câble parce qu'il tient sa famille, il tient ses enfants, sa petite de 8 ans, son gamin de 16 ans, et que il s'empêche de lâcher les sentiments parce qu'il a peur que tout le monde explose. Et là, je comprends qu'en fait, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que je vais l'aider à les sortir, ces fameux sentiments, parce qu'il peut pas mourir sans avoir dit l'essentiel de ce qu'il a à dire à sa famille. Et,
Et donc pendant cet énorme temps chez lui où je me lève même pas pour aller faire pipi, j'écoute, je note quelques bribes de mots, mais pas tant que ça. Parce que je suis tellement avec lui dans l'écoute de ce qu'il est en train de me balancer, que j'arrive même pas à écrire en fait. Je m'imprègne en fait. C'est comme si je m'imprègne de ce qu'il me raconte. Et, et quand je repars, il me donne 3 clés USB. Une qu'il a enregistrée il y a 6 mois pour sa femme, son fils et sa fille. Et il me dit: est-ce que tu peux les écouter et est-ce que tu peux essayer d'aller où je suis pas allée. Donc je rentre, j'écoute les clés USB et je vois qu'en effet, il est resté très pragmatique sur des choses, voilà, sur les examens de ses enfants, le bac, le mariage, sur des choses, voilà, où il avait besoin d'être là sur ces événements-là précis de leur vie, par l'enregistrement de ces audios. Mais voilà, il s'interdit encore à ce moment-là les sentiments. Et donc, je me mets à écrire tout de suite parce qu'il fallait que ça ressorte, hein, parce que moi, dans ces cas-là, quand tout ça rentre en moi, et en fait, pour pas que je craque, il faut que ça sorte assez vite. Donc, je me suis mise à écrire dans la nuit. Toute cette nuit-là, j'ai écrit. Et j'ai écrit, je me suis dit, cette famille, il faut que j'arrive à les. En fait, la maladie a vraiment explosé leur, euh, leur famille. Il faut que j'arrive à recoller un tout petit peu les morceaux entre eux. Et donc, j'ai essayé de me mettre à la place de ce monsieur, et enfin, autant que je pouvais, bien entendu. Et j'ai écrit 2 couplets pour sa fille, 2 couplets pour son fils et un couplet pour sa femme. Et je suis revenue le lendemain le voir et je lui ai dit: voilà, j'ai écrit ces 2 couplets pour ta fille, pour ton fils, pour ta femme, et je vais aller les voir. Enfin, donc là, il a commencé à lâcher, il a pleuré et il m'a dit: c'est exactement ce que je n'arrive pas à leur dire. Et, et je lui ai dit: maintenant, est-ce que tu penses que tu serais OK que j'aille les voir et que je leur demande de te répondre? Il m'a dit: ouais, mais ils voudront jamais parce qu'en fait, nous, on n'arrive pas à parler de tout ça, etc. J'ai dit: écoute, je vais essayer. Et donc, pendant le week-end, je suis allée, j'ai passé du temps avec son fils. On est parti marcher dans Paris, on a beaucoup parlé. Je lui ai dit: voilà ce que ton papa il a envie de te dire et qu'il n'arrive pas à te dire. Qu'est-ce que tu aimerais lui répondre? Et j'ai fait pareil avec la petite Lucie de 8 ans. Et ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est que comme je fais des ateliers d'écriture sur le sujet, sur ce même sujet à l'école depuis 6 ans, j'ai pas non plus trop peur d'en parler avec les enfants, même. Et, et donc j'ai pu discuter avec Lucie qui a 8 ans et qui savait que son papa était malade, mais qu'il allait mourir un jour, mais qu'il n'y avait pas, personne lui avait dit qu'il y avait une date presque de prévue et qu'il entrait en soins palliatifs et qu'on allait l'aider à mourir. Parce qu'en fait, quand on a la maladie de Charcot, en soins palliatifs, il y a des possibilités quand on en est au point où il en était, c'est-à-dire que lui, il avait un respirateur et si on enlève le respirateur, il ne peut plus respirer et il meurt. Et donc, là, ça avait été accepté d'enlever le respirateur à sa demande. Et, et voilà, et donc il y avait une date, enfin en tout cas, il y avait en tout cas une période prévue, et ça, elle n'était pas au courant, donc ça, c'est moi qui lui ai dit. J'ai été chargée de lui dire à travers la chanson. Et, et voilà, donc on a répondu au couplet de leur papa. Et, et 3 jours après, on a chanté la chanson dans sa chambre, avec les 2 musiciens qui m'accompagnent, et avec sa femme et ses 2 enfants. Et là, j'ai vu, j'étais c'était un moment complètement suspendu où c'est comme si je les voyais se reconnecter. Je les voyais se reconnecter. J'avais l'impression d'être, ouais, de participer à quelque chose que de complètement hors du temps, en tout cas de rapprochement et de lâcher prise, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'était quand même ça, en tout cas d'acceptation, quoi.
et d'amour et de communion et de beauté, de vie. En tout cas, c'est ce que tu transmets à travers cette histoire et à travers ce partage. Merci d'avoir partagé, l'histoire de cette famille. Je trouve ça toujours, d'autant plus beau quand c'est illustré par du vrai, par l'humain, pas, par quelque chose qu'on peut juste imaginer. Non, vraiment par quelque chose qui existait, que tu as vécu avec, ces 4 personnes, du coup, avec, les enfants, et ça soulève plein de sujets et il y a cette notion de connexion, comme tu le disais, tu vois? Quand tu dis: «Ouais, je les voyais se reconnecter», enfin, je trouve qu'il y a une notion de connexion qui est hyper belle, qui est hyper puissante et c'est aussi, je trouve, ce qu'on retrouve, dans la musique. Exactement, il y avait une histoire aussi de connexion et puis de collectif, d'intime et de collectif en même temps, d'énergie, de quelque chose, tout en étant, je dis ça, je suis pas complètement quelqu'un de perché et pas du tout. Là, c'est la musique qui permet ça, c'est la musique qui permet de relier les gens, de relier les êtres humains. Et moi, en fait, à ce moment-là, euh, je vis pas la même chose qu'eux, donc même si le, je suis quand même à côté d'eux, donc je peux avoir plus de force. En tout cas, je peux utiliser la force que moi j'ai parce que je vis pas de manière euh, intérieure parce que je fais pas partie de leur famille. Mais je suis pas non plus psy, donc j'ai une barrière qui est différente, qui se met à un autre endroit Tu as un qu'un rôle à soignant. part. Je suis pas soignante, c'est la Ouais. musique qui soigne. Moi, je suis pas soignante, je me mets au service de la chanson qui, elle, va se mettre, qui, elle, va être thérapeutique malgré elle. Et aussi avec ce patient, ce qu'on a fait, parce qu'en sortant de la chambre, là, j'avais vraiment conscience qu'on avait vécu quelque chose d'extrêmement fort. Et ce patient faisait de la capoeira avec ses enfants depuis toujours. Et là, il pouvait plus en faire, bien entendu, mais ses enfants continuaient. Et il avait un groupe de capoeiristes très liés autour de leur famille. Et en fait, on a rajouté un petit bout de chant d'adieu de capoeira dans la chanson, avec son accord, et qui était en plus qui rentrait totalement sur les accords qu'on avait choisis pour cette chanson. Et ça aussi, c'est fou. Et en sortant, on va faire la porte et je dis à la femme de Damien, qui s'appelle Damien, je lui dis, Nadège, est-ce que tu crois que on pourrait organiser une espèce de concert chez vous où on pourrait inviter tout votre groupe de capoeira, et on pourrait inviter des gens que vous aimez et puis on chanterait la chanson. Et elle me dit, mais ouais, il faut absolument qu'on organise ça. Donc en fait, le samedi, on a organisé d'après, juste avant qu'il rentre à l'hôpital le lundi, on a organisé une cérémonie d'adieu chez lui. Trop beau. Et en fait, il a été mis en fauteuil, hein, de manière exceptionnelle parce qu'il était couché. D'habitude, il était un quart d'heure en fauteuil et puis de moins en moins. Et là, en fait, il est resté pendant presque une heure dans son fauteuil. Et on a chanté la chanson, tout son groupe de capoeira est venu jouer en live avec nous. Et après avoir chanté devant tous les gens qui étaient importants pour eux, et il est retourné dans sa chambre et tous les gens allaient lui dire au revoir parce qu'il n'avait pas prévenu les gens en fait de son départ imminent. Et par cet événement-là, il a pu les prévenir. En fait, ce que enfin, je trouve que la musique, comme d'autres médias, d'autres canaux, sont justement un terrain d'expression pour les émotions. Depuis tout à l'heure, c'est de ce dont tu parles en réalité. Tu parles d'émotions, tu parles de sentiments. Tu disais que justement, en tout cas, en parlant de ce monsieur Damien, il avait du mal à les sortir, du mal à les exprimer. Par peur, par crainte, par pudeur, pour plein de raisons. On a parfois du mal à exprimer ses émotions. Et ça met en parallèle le fait de les déposer à l'extérieur de soi. Mais ça me fait penser, tu la connais peut-être, mais à Valéria Milesi, qui est la fondatrice de Passeurs de mots, avec la biographie hospitalière. Et c'est l'épisode qui est sorti là cette semaine quand on enregistre. Mais il y a cette notion de mettre à l'extérieur de soi, de poser les mots, de poser quelque chose sur ce qu'on ressent. On pourrait le faire par la création, par l'aspect artistique. Je pense au carnet d'œil, il y a plein de moyens de le faire et chacun trouve le sien. Mais je trouve que là-dessus, la musique, elle contribue finalement
à l'expression des émotions, à une vision personnelle, individuelle. Et je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure aux médecins en disant, ça peut aider les patients, mais ça peut vous aider vous en tant que médecin, ça peut m'aider moi, ça peut aider la société. Et je trouve que ça rend aussi une société d'une certaine manière plus résiliente, plus humaine. Ça peut en tout cas la rendre de cette manière-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages aussi, enfin, notamment en cette semaine de la fête de la musique? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et c'est vrai que ce qui est magique avec les chansons, c'est qu'après, je suis désolée, il y a de la perceuse chez mes voisins. Je sais pas si tu l'entends, mais Ouais, j'entends. c'est pas prévu. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie. Donc du coup, donc la perceuse, j'aime un peu moins que la musique. Bon, ça peut être joli quand même. Donc oui, les chansons, ce qu'il y a de complètement fabuleux, c'est qu'elles sont offertes après à tout le monde. Et c'est vrai que la biographie de fin de vie, en effet, c'est quelque chose qui ressemble à Je me fais la belle. On est un peu cousine, hein, je dirais, de ce travail-là. La petite différence, c'est que la biographie de fin de vie, elle est faite pour la personne et son entourage. Euh, et que les chansons, vraiment, quand j'ai monté ce projet, je me suis dit, je veux que ce soit un projet collectif. Je veux que ces chansons, d'ailleurs, quand je les écris comme si elles allaient être sur un disque ou qu'elles allaient passer sur telle ou telle radio, etc., qu'elles puissent toucher n'importe quelle autre personne. Et c'est toujours ce que je dis aux gens quand on écrit la chanson. Je leur dis, bah voilà, cette chanson, je parle de votre histoire, mais plus on sera au plus intime de votre histoire, plus ça touchera euh, euh, un maximum de gens. On a tous à un moment donné écouté une chanson de tel ou tel artiste en se disant mais ah là là mais c'est ma vie, il parle de moi quoi. Ou pleurer en écoutant une chanson qui nous rappelle ce qu'on est en train de vivre. Les chansons sont nécessaires pour lâcher les larmes, pour lâcher les rires aussi, pour lâcher euh, ce qui reste coincé. C'est un moyen extrêmement efficace et rapide de voyager à travers ses sentiments. Exactement. Et justement, si on veut les retrouver, ces chansons, si on veut se connecter à ces histoires humaines et j'ai envie de dire d'une certaine manière universelle, parce que comme tu dis, tu pars de l'histoire de la personne pour faire quelque chose qui touche le plus grand nombre, on les retrouve où? Comment on fait? Alors, on les retrouve sur le site du projet, donc www.jemefaislabelle.fr. Et donc là, vous pouvez écouter les chansons. Elles sont pas toutes encore là parce qu'en fait, on a un travail à chaque fois d'enregistrement et de mixage assez dantesque. Et donc du coup, elles y sont pas encore toutes. Elles y seront là dans le courant de l'été. On en aura plein qui vont arriver, une vingtaine. En fait, on est en studio d'enregistrement 2 fois par an. Et on enregistre toutes ces chansons et après il faut les mixer, il faut les mettre sur le site internet donc tout ça c'est un gros boulot. Mais on peut déjà en écouter pas mal quand même sur le site, voir les photos aussi des patients, un petit mot sur chaque personne, et puis les textes des chansons. Et j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. Oui, c'est moi qui ai écrit les textes, mais en fait, les gens me racontent tout ce qu'ils ont envie de me raconter. Moi, je note. Alors, quelquefois, il y a des phrases que je vais prendre, des petits bouts de mots ou de phrases qui viennent de la personne. Mais la plupart du temps, quand même, euh, c'est euh, c'est des muses. Je m'inspire de leur parcours et de leur histoire pour écrire. Mais avec leur accord. C'est-à-dire entre chaque atelier, entre chaque rendez-vous, j'écris. Et quand je les revois, je leur dis, ben voilà, j'ai commencé à écrire ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous en pensez? Et jamais la chanson n'existe sans leur accord. C'est vraiment, c'est notre chanson, en fait. Oui, en fait, tu fais une proposition, tu mets à disposition tes mots, et après, eux rectifient, voient si ça résonne, si c'est en lien avec, en fait, avec le vécu, avec ce qu'ils ont aussi envie de partager. Mais ça reste une chanson, enfin une œuvre artistique, c'est-à-dire que du coup, moi, j'ai besoin de m'y retrouver aussi, parce que si, par exemple, j'écrivais que avec les mots des gens, euh, ce serait complètement différent. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans la biographie de fin de vie. Je ne sais pas si les biographes, du coup, utilisent exactement les mots des gens, etc. Moi, c'est un autre
En tout cas, c'est une autre manière de faire, parce que c'est moi qui les chante la plupart du temps. Mais j'ai besoin aussi que ça me plaise, que je m'y retrouve. Donc c'est un mélange, c'est vraiment un mélange entre eux et nous, quoi. Je dis nous, parce que les musiciens sont aussi hyper investis, dans la création des musiques, et puis on fait des concerts, je me fais la belle, on fait des concerts de restitution où les médecins viennent parler, où les patients qui peuvent se déplacer se déplacent, les enfants viennent aussi, et on fait des concerts, un maximum de concerts dans des endroits un peu incongrus, dans les mairies, devant les écoles, devant les bibliothèques, euh, et, euh, et on chante toutes ces chansons en, en buvant un verre de champagne ou de blanc ou de rouge ou de jus de pomme, et on discute. Et ça montre, enfin, je trouve que ça fait aussi une belle conclusion. Ce que tu viens de dire, c'est que ça ramène de la vie, encore une fois. Et encore et toujours, j'ai envie de dire, ça ramène de la vie sur ces sujets où, oui, il y a la mort, oui, il y a la fin de vie, oui, il y a plein de choses qui sont difficiles. Mais depuis tout à l'heure que tu nous partages tout ce que tu nous as partagé, je te vois le partager avec le sourire, je te le vois partager avec tes tripes. Je vois aussi à certains moments où ça touche et où peut-être tu recontactes des souvenirs de choses qui ont été difficiles, peut-être douloureuses, peut-être voilà, challengeantes aussi pour toi. Mais je vois surtout beaucoup de beau, en fait, beaucoup de beau, beaucoup de bon. Enfin, la conclusion que tu viens de donner en disant, bah voilà, on fait un concert, même devant des écoles et tout, en buvant un verre. On sent cette notion de vie, on sent cette notion de convivialité, on sent ces allers-retours entre l'individuel, la personne, auprès de qui tu vas, mais aussi tout ce collectif, en incluant dans le collectif cette famille, en t'incluant toi, en incluant tes musiciens, en incluant aussi les médecins. Enfin voilà, il y a tous ces allers-retours que je ressens entre l'individuel et le collectif qui met de la vie en fait. Et ces allers-retours entre la vie et aussi entre la mort, sur tous ces sujets. Je vois que tu voulais réagir. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Je pense que ce qui m'anime depuis toujours, c'est les liens avec les gens. Je déteste être seule. J'aime pas la solitude, et du coup, ça me rend folle. Les gens seuls, enfin, sauf quand c'est choisi, mais je crois que c'est rarement choisi quand même. La solitude, quand on l'a de temps en temps, elle fait du bien, bien entendu. Mais quand c'est toute la vie, c'est hyper dur. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis chanteuse, mais je m'accompagne pas, je joue pas d'instrument. Et bon, il y a aussi parce que je suis un peu fainéante, mais il y a aussi que j'aime jouer sur scène avec d'autres gens, et que j'aime partager la création, et puis ce moment de dingue qui est la scène, avec d'autres gens, et embarquer avec moi des gens. J'aime les ponts entre les humains. J'aime bien aussi ne pas mettre d'étage aux relations sociales. Et que ce soit des enfants, que ce soit des médecins, que ce soit le maire du 19e arrondissement de Paris, que ce soit... On a tous été des enfants. Et, et ce que j'aime avec ce projet, c'est que c'est un projet qui concerne tout le monde. Je parle du maire du 19e parce que c'est quelqu'un de très chouette qui nous aide dans le projet, qui nous ouvre les portes de la mairie du 19e pour faire les concerts, par exemple. Et je me souviens d'un concert qu'on a fait là-bas il y a 2 ans, avec le maire du 19e, le maire du 20e, des enfants à côté d'eux, derrière des patients, des médecins. Et en fait, tout le monde était pareil, à la même place, assis sur ces petites chaises devant nous, et où il y a plus de questions de classe dans la société, ni de place. Tout le monde est tout le monde est humain, et Et tout tout le le monde monde a est peur. mortel. Et tout le monde Tout le est monde est mortel, mortel, ouais, et c'est tout le monde ça. a peur. Et tout le monde a peur de mourir, et tout le monde aime la vie, même si la vie n'est pas tous les jours facile. C'est quand même tellement génial, la vie, que du coup, c'est ce qui nous rassemble. Mm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà, moi, je voulais te remercier déjà de ce que tu fais. Tu citais tout à l'heure le lien de Je me fais la belle. Il sera aussi en description pour qu'on puisse écouter ces chansons, pour qu'on puisse lâcher nous aussi peut-être ce qu'on a besoin de lâcher sur les choses sur lesquelles on se retient. Et te suivre, pourquoi pas aussi faire connaître ce projet, parce que dans ce que tu viens de dire, pour moi, il y a cette notion aussi
tu disais, voilà, il n'y a plus de classe, il n'y a plus de place précise, mais on est tous les uns avec les autres. Et ça ramène le fait qu'on peut tous faire bouger les choses, on peut tous faire bouger et faire connaître un projet. Et ce projet, il est au service, certes, des patients, au service de leur famille, mais finalement au service d'une société et de tout un collectif. Donc voilà, si vous pensez à des personnes que ça peut toucher, que ça peut intéresser, à des médecins, à des mères, enfin, qu'importe, je ne doute pas, même si tu es pas très joignable, on va pas se cacher, tu n'es pas très joignable. Et en fait, ce qui est compliqué aussi dans ce projet, c'est que ce qui est important aussi, c'est un projet qui est gratuit. Je ne veux pas que les personnes payent, donc c'est vraiment dans le parcours de soins. C'est un projet qui est prescrit par les médecins sur une ordonnance. Donc ça aussi, c'est aussi génial d'avoir cette chance-là, d'avoir rencontré ces médecins qui prescrivent le projet au même titre qu'un médicament. Mais c'est gratuit. Donc du coup, c'est gratuit pour les gens. Mais ça veut dire qu'il faut que nous, on soit rémunérés, et que les musiciens soient rémunérés, que les photographes soient rémunérés, que tout le monde soit rémunéré, ce qui n'est pas simple. Donc on répond, comme je disais tout à l'heure, au commencement du projet, on a répondu à un appel à projet de la Fondation de France qui nous suit toujours aujourd'hui et que je remercie, mais plus. Mais chaque fois, il faut qu'on trouve des financements à droite, à gauche, parce que pour que ce soit gratuit, là, il faut que nous, on aille chercher les financements. Et ça, c'est très compliqué. C'est aussi un autre métier qui nous prend énormément de nos soirées, qui nous prend énormément de notre temps libre, qu'on n'a déjà pas beaucoup, pour justement chercher les financements pour que ce projet existe. Parce que ce que j'aimerais, c'est créer un collectif, c'est inviter d'autres chanteurs, d'autres chanteuses, d'autres musiciens, et qu'on puisse proposer Je me fais la belle partout. Et écoute, je te le souhaite, et je souhaite aux gens. Et donc voilà, si vous connaissez des gens qui connaissent d'autres gens qui peuvent aider sur ces notions de financement, d'appel à projet, et je te comprends parce que je commence un peu à m'y intéresser. Et quel joyeux bordel, disons-le clairement à un moment. En plus, on est bien en France avec toutes les petites cases dans lesquelles il faut bien rentrer. Ah là là, ouais. Donc voilà, si vous connaissez des gens sur ces sujets-là, en tout cas sur ces notions-là qui peuvent être aidants, qui peuvent être soutenants, qui ont des pistes, voilà, des petites choses, c'est toujours les bienvenues. Moi, je voulais te remercier, Marie, d'avoir parlé de la musique avec moi, mais de manière différente, et de montrer que la musique, elle est porteuse de plein de choses. Elle est porteuse de messages, elle est porteuse d'émotions, elle est porteuse d'humanité, de solidarité. Je disais tout à l'heure, j'aime pas être seule, je trouve que ça rompt aussi d'une certaine manière l'isolement, la solitude. Et il y aurait plein de choses qu'on pourrait dire sur la musique, il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur Je me fais la belle et Marie tout court. En tout cas, la musique, c'est le moyen de locomotion le moins cher. Ça permet de voyager rapidement, partout où on veut, sans débourser un frais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter ou est-ce que c'est ta phrase de conclusion? Bon, écoute, merci Charlène. En tout cas, je suis trop contente d'avoir participé à ce podcast avec toi, et ce podcast qui est si nécessaire, bien entendu, pour lâcher les mots. C'est important. Merci. Merci beaucoup, Marie. Et puis à très vite. À très bientôt. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien, et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?